Je suis Jam et vous écoutez Supravore. Mon invité aujourd'hui est Marion Sarlet, maraîchère, formatrice, autrice, youtubeuse, conférencière et maman. Marion a effectué sa reconversion professionnelle il y a environ 8 ans, puis a monté sa ferme en compagnie de son conjoint. Elle a publié son livre intitulé Monter sa microferme en hydroponie, bioponie et aquaponie, fin 2020. Et sur sa chaîne YouTube, Les Sourciers, elle publie des vidéos de son quotidien d'agricultrice. Marion, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir sur le podcast. Alors, on se tutoie, on se voit? Ah, on se tutoie, s'il te plaît. Allez. Alors, je suis tombé sur une de tes vidéos il y a quelques mois, par Ouais. hasard. Je commençais à m'intéresser à des sujets tels que l'autosuffisance, la permaculture, tout ça. Donc j'ai trouvé ton activité très intéressante. Je trouve que c'est dans l'air du temps, le fait de vouloir manger plus sain, d'être plus proche de la nature, de savoir d'où provient sa nourriture. Je trouve que c'est quelque chose que les gens recommencent à apprécier. C'est quelque chose qu'on a perdu de vue un petit peu avec toute l'urbanisation, toute notre économie actuelle. Donc, et aussi, je pense qu'avec la pandémie, les gens ont reconnu une certaine fragilité de l'accès à la nourriture. Donc c'est pour ça que ça m'a super intéressé de te parler. Et donc avant, je connaissais pas du tout le terme aquaponie. Est-ce que tu peux nous en donner une petite définition? Allez, je fais de mon mieux pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Ouais. Alors, la grande famille, c'est la famille de l'hydroponie. Ça, c'est le nom de la grande famille. Hydro, comme l'eau, et ponos, le travail. Donc, le travail de l'eau. Ça veut dire que les plantes, elles poussent dans l'eau. Ce qui est assez fou, hein. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont se dire: «Mais elles vont tomber dans l'eau». Mais en fait, elles sont soutenues par un substrat. Bon, elles sont posées sur l'eau, on va dire, mais les racines, voilà, elles s'alimentent de nourriture qu'elles trouvent dans l'eau. Et donc dans la grande famille hydroponie, on trouve 3 sous-familles. Donc il y a l'hydroponie minérale, où on nourrit les plantes par des minéraux, la bioponie, où du coup c'est des matières organiques qui vont nourrir les plantes, et l'aquaponie, où c'est des poissons qui font des déchets, et c'est les déchets de ces poissons qui nourrissent les plantes, Ok. en gros. D'accord. D'accord. Donc c'est l'hydroponie qui est la grande famille. Et Exactement. ok. Et Il y après, en fonction de comment on les nourrit, on peut décliner bioponie et aquaponie en fonction de l'origine de la nourriture qui est apportée aux plantes. D'accord. Mais dans tous les cas, les racines flottent dans l'eau et cette eau, généralement, elle est recirculée. Donc ça nous permet de faire des très grandes économies d'eau, même si c'est un peu contre-intuitif. Mhm. Elle pousse dans l'eau, mais on dépense très peu d'eau. Parce que l'eau, en fait, elle circule dans des tuyaux Ouais. jusqu'à ce que les plantes les absorbent. Il n'y a pas de moment où elle est perdue, pas comme en terre, où bah, tu vides ton arrosoir et après, il y en a une partie qui touche les racines et l'autre C'est vrai. partie, bon, bah, tant pis. Ah oui. Et donc il n'y a pas du tout de terre dans cette méthode? Non, il n'y a pas du tout de terre. Hmm. Euh, Donc, l'idée, c'est pas de remplacer la terre, hein. Alors attention, je mets des gros warnings. Moi, je suis très fan de la terre. On a un très gros potager en terre ici. Nous, notre objectif, c'était d'aller explorer des alternatives quand les gens n'ont pas de terre. Donc, typiquement en agriculture urbaine, ou quand la terre, bah, ils y ont accès, mais elle est polluée, comme, bah, malheureusement pas mal de friches industrielles en milieu urbain, périurbain, mais aussi pas mal bah, dans les DOM-TOM, il y a beaucoup de pollution au chlordécone à cause de la production de bananes et de canne à sucre. Et Mhm. donc il y a beaucoup de terres qui sont inexploitables pour le maraîchage. Donc là, ils viennent nous voir pour qu'on leur montre comment est-ce qu'on peut s'affranchir du sol et quand même faire pousser des plantes très bonnes, très saines. Et il y a aussi pas mal de gens qui viennent nous voir d'Afrique du Nord. Et eux, ils ont des problèmes d'aridité. Et donc cette technique permet d'utiliser très peu d'eau. Donc en fait, c'est une alternative qui répond à des enjeux de réchauffement climatique, d'autonomie, etc. Mais c'est pas l'alternative. Je fais très attention au choix des mots parce qu'il y a plein de techniques qui existent. Ouais. Nous, on a choisi d'explorer celle-là, mais il y en a plein d'autres et on a besoin de plein de solutions différentes pour s'adapter en fonction du contexte de chacun. J'avoue que ça m'étonne un petit peu quand tu parles d'enjeux climatiques, de réchauffement climatique, euh, parce que pour moi, ce problème de réchauffement climatique, il y a aussi le problème de l'accès à l'eau, de disponibilité de l'eau, qui pourrait devenir de plus en plus difficile d'accès dans le futur. Mhm. D'ailleurs, on le voit déjà, c'est déjà le cas dans d'autres régions du monde, notamment au Colorado, Somalie, quelque part en Afrique en tout cas. Il y a quelques frictions qui commencent à se créer entre différents pays pour l'accès, par exemple, à un fleuve ou une rivière. Et est-ce que faire de l'aquaponie dans ce contexte, est-ce que ce serait pas du luxe? Bah, au contraire, non, parce que tu utilises beaucoup moins d'eau qu'une agriculture normale. Ouais. Euh, En fait, comme c'est des tuyaux,
bon, en plastique, hein, mais l'eau qui circule, elle s'évapore pas du tout. Donc en fait, la seule eau qui est consommée, c'est celle qui va dans les légumes. Donc on économise 90% d'eau par rapport à une culture en terre. Donc en D'accord. fait, les gens, ils ont juste, quand ils ont très peu d'eau et qu'ils ont quand même besoin de faire pousser leur nourriture, c'est triste, hein, mais ils ont juste pas le choix que de passer dans des systèmes de hors-sol, juste pour pouvoir économiser de l'eau. Après, pour moi, c'est pas, dans ces cas-là, c'est pas une solution permanente. La solution permanente, ce serait d'arrêter de polluer la terre, de Ouais, freiner le réchauffement climatique et de récupérer de l'eau de pluie. ouais, Donc on va dire que enfin moi je le vois comme un pansement. d'accord. Euh, Heureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup de recherches sur des solutions permaculture qui ont un impact plus positif sur le long terme. Et c'est très bien. Mais là, en attendant, ça permet des gens qui sont vraiment dans des situations critiques de quand même réussir à faire pousser leurs plantes. Et tu vois, là, les 3 derniers jours, on avait une formation. Et il y avait une personne qui est venue du Burkina Faso, une autre qui est venue du Congo et une autre qui est venue du Mali. Ah, Et à chaque fois sur des problématiques d'eau sur leur période sèche. Ils d'accord. ont une période de pluie, une période sèche, et il me disait, enfin, il y en a un, il fait du bétail. Ouais. Bonjour Bakary, si tu m'écoutes, hein, je raconte ton projet, mais et sur la saison des pluies, le bétail peut pâturer autour de chez lui. En saison sèche, ils sont obligés de l'emmener super loin sur la montagne. Mhm. Et il me dit, ben, c'est mauvais pour le bétail parce que c'est trop loin pour eux. Pour les gens de sa famille, ses cousins qui doivent amener le bétail sur la montagne, c'est compliqué. Et donc, en fait, il explore des solutions en hydroponie pour faire du fourrage vert pour ces animaux sur la saison sèche. Et en utilisant très très peu d'eau. Et donc voilà, c'est pour ça que pour lui, c'est juste pour réussir à continuer son élevage qui s'intéresse à ça. Ah ouais, super intéressant. Je savais pas du tout que ça pouvait aider les éleveurs à créer de la nourriture pour leurs animaux. Mais c'est vrai, Ouais. c'est une solution aussi. Ouais. Ouais. Pour toi, ça a démarré comment? Est-ce que c'était juste pour ta consommation personnelle? Tu voulais faire pousser des salades, je sais pas quoi, sur ton balcon? Ou est-ce que c'était quelque chose où tu avais de grandes espérances après? Ah non, pas du tout. Moi, c'est arrivé avec beaucoup de légèreté. Ouais. Tous les enjeux, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est arrivé petit à petit. Je me suis dit, wow, mon Dieu, où va-t-on? Non, j'avais vraiment pas conscience des enjeux du monde agricole Mhm. et des enjeux climatiques un petit peu, mais je me sentais pas euh, portée par ce sujet à cette époque. Mhm. J'étais vraiment dans une vie différente. On parle de 2011, la première fois que j'ai touché l'hydroponie. Ouais. J'étais citadine, je travaillais pour une grosse boîte de pub en Argentine. Vraiment le truc qui n'a absolument rien à voir avec ma vie actuelle. Là, je te parle d'une cabane de chantier en bottes. C'est vraiment autre chose, hein, une autre vie. Et en Argentine, ils mangent beaucoup de viande, ils mangent très peu de légumes. Moi, j'adore ça quand même, manger des légumes. Mhm. Donc, j'avais un tout petit balcon et j'avais décidé de faire pousser des plantes sur mon balcon. D'accord. En Argentine, c'est assez développé l'hydroponie parce que leurs terres sont polluées, parce qu'ils font beaucoup de soja, Monsanto, qui vendent à la Chine. Enfin bon, bref. Mhm. Ils n'ont pas les normes sanitaires que les exigences réglementaires que nous on a en Europe, donc ils polluent mais tout ce qu'ils veulent. Et Mhm. du coup, ils ont beaucoup de mal à produire des légumes en pleine terre. Donc ils ont développé quand même pas mal d'hydroponie là-bas. On s'est formé là-bas comme hobby, voilà, et on faisait ça sur notre balcon, on faisait pousser des plantes. J'étais très, très bluffée par la qualité nutritive des plantes, par Mhm. le goût. On faisait, en Argentine, il n'y avait pas mais des choses aussi fortes en goût. Donc, on faisait de la roquette qui arrachait la bouche, des fraises ultra sucrées. Ouais. Et, et du coup, Nicolas, mon mari, qui est très branché biologie, chimie, très curieux, il a dit, mais attendez, quand même, c'est pas possible que juste ces quelques minéraux puissent apporter toutes ces valeurs nutritives à ces plantes, toute cette puissance en bouche. Donc, il s'est vraiment renseigné là-dessus, il s'est vraiment passionné par le sujet. Donc maintenant, même à la maison, il regarde tous les ingrédients de tout, l'eau minérale, chaque produit qu'on utilise, il va regarder la composition, il est vraiment à fond. Et, euh, et du coup, la reconversion, on s'est dit, bah, en fait, on n'est pas très heureux dans nos métiers, on aimerait bien faire quelque chose qui apporte quelque chose au monde de bien. Enfin, dans la pub, j'avais vraiment l'impression que tous les jours, je faisais quelque chose qui rendait le monde un peu pire. Et je Mhm. me suis dit, bah, c'est quand même dommage à 20 ans de ne pas faire quelque chose qui rend le monde un peu mieux. Ouais. Euh, Au moins, arrêter de le rendre un peu pire. Et donc, on a décidé de déménager en France. On ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et petit à petit, la vie nous a amenés sur la voie de l'hydroponie par des rencontres, par le fait d'être à l'écoute et d'écouter un peu les signes du destin. Et voilà, et la vie nous a mis sur notre chemin des gens Ouais. et c'est comme ça qu'on s'est plongé là-dedans. Mais non, non, on n'avait D'accord. pas, on n'avait pas pris conscience des enjeux, je pense, au tout Ouais. début. Et est-ce que monter une micro-ferme, c'est une micro-ferme, hein, on dit ça, une micro-ferme. Oui.
C'est tout à fait. accessible à tout le monde. Par exemple, pour n'importe qui habite en ville, est-ce que sur un balcon on peut faire pousser, je sais pas, des salades ou des fruits? Est-ce qu'on peut tout faire pousser aussi? Alors, toutes les plantes poussent en hydroponie parce Ouais. qu'en fait, en hydroponie, on essaye de se rapprocher au mieux à la terre. On ne pourra jamais faire aussi bien que la terre, hein, mais on essaie de s'en rapprocher et il y a différents systèmes qui existent, différents substrats. Donc on peut faire des plantes, très, très, grosses comme des arbres Mm. sans aucun problème. Il suffit juste d'avoir le système qui soit adapté. On peut faire des plantes même, très arides comme des cactus. Nous, on en fait dans notre serre. Il suffit juste de voilà, d'adapter son irrigation, son substrat, tout. On peut même faire des patates. Tout pousse en hydroponie à condition qu'on trouve le bon système pour le faire pousser. Mm. Maintenant, tout n'est pas intéressant économiquement Ouais. à faire pousser en hydroponie et les patates, il faut beaucoup économiquement, c'est beaucoup plus intéressant de les faire dans la terre, Ouais. qui est parfaite pour ça, que de les faire en hydroponie. Donc généralement, ce que les jardiniers ou les maraîchers font pousser choisissent de faire pousser en hors-sol, ça va être plutôt des aromates, ou des légumes. Donc dans les légumes, souvent, c'est aubergines, poivrons, tomates, piments, concombres, hem et les aromates surtout parce que le goût est vraiment extraordinaire. Et aussi on fait des fleurs comestibles aussi. Ok, cool. Heu, N'importe qui sur son balcon peut fabriquer un petit système maison, Ouais. pour faire pousser, des petites plantes. Il faut avoir quand même un peu de lumière Ouais. pour toutes les plantes, hein, et avec serre, sans serre, peu importe, hein. Surtout si c'est pour faire un potager, l'idée c'est de manger un petit peu, c'est pas forcément de vivre de sa production donc Oui. Et la météo, ça a une influence, j'imagine. bah, alors, comme pour toutes les plantes, que ce soit hydroponie ou pas. En fait, souvent, il y a cette espèce de corrélation où on pense hydroponie égale ferme, serre fermée avec chauffage et lumière. Bah, non, on peut faire de l'hydroponie sans chauffage, sans lumière, comme nous, par exemple, et même, il y en a plein qui en font sur des toits sans serre. C'est exactement la même chose qu'une culture, en terre là-dessus. Si tu as D'accord. pas de lumière, tu fais pas de plantes. S'il fait froid, bah, les plantes, elles poussent plus lentement ou elles poussent pas, donc ça change pas d'un potager normal, Ouais. ce mode de culture. Finalement, la plante, elle a quand même besoin d'avoir un peu de lumière, un peu de chaleur, elle veut pousser. Ouais. Donc Les plantes sont des êtres vivants, donc ils ont aussi des besoins nutritifs et autres. Ouais. ouais, 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 ouais. Donc ce hobby s'est transformé en un vrai projet d'entreprise dans lequel tu t'es lancé avec Nicolas il y a 8 ans, en 2013, c'est ça? Bien, ouais, exactement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu en es satisfaite? Ou est-ce que tu te trouves dans la situation malheureuse de plein d'agriculteurs en France qui ont du mal à tirer un bon revenu de leur activité? Mmh. Moi, aujourd'hui, je suis très contente de mon Ouais. activité. On en vit bien. On arrive même à mettre des sous de côté, donc c'est assez précieux et rare. Mhm. Hem, Ça va pas forcément être le cas de tout le monde qui va se lancer sur la même activité. Hem, Au début, j'étais pas très contente parce que les premières années, c'est quand même beaucoup d'heures de travail, comme pour n'importe quelle entreprise, tu me Ouais. diras, mais tu te payes pas les premières années, tu investis et tu travailles beaucoup, beaucoup d'heures pour un truc, tu sais pas vraiment si ça va marcher ou pas. Donc c'est vrai que les premières années, c'était un peu difficile, Mhm. et on a passé beaucoup de temps, en fait, à développer la technique. Ça existait pas, les micro-fermes comme la nôtre. Donc on essayait de trouver, c'est le gros challenge, quelque chose qui économiquement soit viable et écologiquement nous convienne. Et en fait, c'est souvent, faut faire le choix, quoi, parfois. Ouais. Et moi, je voulais enfin, on a quand même des valeurs qui sont assez fortes maintenant et il y a beaucoup de choses, je suis pas prête à les sacrifier, quoi. Je voulais un substrat, qu'on puisse réutiliser à l'infini, qui soit écologique, qu'on n'ait pas besoin de laver avec des produits chimiques. Enfin, je suis très exigeante sur pas mal d'aspects et c'est une équation et un équilibre qui est assez difficile à trouver, pour voilà, pour, faire quelque chose dont on est fier et qui nous permette de vivre. Parce qu'il y a plein de systèmes dont tu es très fier, mais derrière si tu passes trop de temps dessus ou si ça te coûte trop cher, bah, tu peux pas en vivre. Mhm. Donc on a réussi à trouver un équilibre qui est rare et précieux, technique, économique et maintenant donc là, ça fait quand même 8 ans. Ces dernières années là et pour les années qui viennent, maintenant ce que je veux, c'est me libérer un maximum de temps, et ça passe pas sur de l'automatisation parce que moi je suis vraiment plus pro, low tech, et observation des plantes. J'ai pas du tout envie de tout automatiser, Mhm. mais c'est plus sur, l'organisation même de l'entreprise. Donc c'est du lean management, hein, c'est un, LEAN, c'est comme pour les Ouais. grosses entreprises, hein, mais on peut tout à fait l'appliquer à des micro-fermes. C'est juste, des systèmes hyper intelligents d'analyser en fait, toi, combien de temps tu mets à récolter, du coup, où est-ce que tu peux positionner ta table de travail pour que tes récoltes, ça te prenne moins de temps, comment tu organises tes livraisons pour au passage aller chercher tes fournitures. Bref, c'est que de l'organisation qui permet de libérer du temps parce que maintenant qu'on a des enfants, Mhm. moi, le plus important, c'est pas de gagner plus, c'est d'avoir plus de temps avec elles. Ça, c'est
ça c'est très personnel, hein, chacun fait comme il veut. Bien sûr. Et pareil, au niveau économique, je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous les mêmes attentes. Nous, on cherche pas à avoir des vacances aux Maldives. Mhm. On n'est pas très exigeant. On produit beaucoup de notre nourriture euh, dans la serre et dans un potage en pleine terre. On a des poules. Enfin, on fait pas mal de troc aussi avec nos voisins parce qu'on habite à la campagne, ça se fait naturellement. Donc finalement, on arrive à vivre avec assez peu et ça nous convient. Et on a aussi eu la chance de trouver une serre en location, ce qui fait qu'on n'a pas de dette. D'accord. Donc notre modèle économique, si aujourd'hui on en vit bien, on, on considère que c'est largement suffisant pour nous, c'est aussi parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup et parce que quand on a développé l'activité, voilà, on a tout fait nous-mêmes. À chaque fois, on attendait d'économiser avant de dépenser et donc on n'a pas de dette. Et ça, c'est génial. C'est sûr. C'est Ne pour pas ça avoir de dette, qu'aujourd'hui, c'est ah ouais, libérateur. Ouais. ouais, incroyable. Au niveau, enfin, quand il y a eu le Covid, si on avait eu des dettes, on aurait vraiment été inquiétés. Là, on dit juste, bon, bah, tant pis. Donc, vous n'avez pas eu besoin de beaucoup de capital, vous n'avez pas eu besoin de convaincre des banquiers de votre projet, etc. Non. Non. Je ne sais pas si c'est intéressant pour le podcast de rentrer dans les chiffres, mais si besoin, j'ai aucun problème à en parler. Ouais. Oui, on peut Euh, en parler, hein. ok. Donc, on est arrivé sur une serre en location. Donc, normalement, une serre, il faut débourser entre 50 et 100 000 euros, hein, Ouais. direct. Donc là, généralement, il faut passer par l'étape banque ou par l'étape subvention. Dans le milieu agricole, il y en a quand même pas mal, Mhm. justement pour pousser les gens à l'installation. Mais pour certaines, il faut un diplôme agricole, on n'en avait pas. Donc nous, on a choisi de ne pas demander de subvention ni rien. En serre en location, on avait 200 euros par mois de loyer à payer, donc c'est tout à fait raisonnable. Mhm. Euh, et, euh, et finalement, on a regardé les 2 premières années au niveau de ce qu'on a investi dans la serre, donc ça va être système de culture, les parpaings, les fils, etc. Tout ce qui est vraiment équipement qui reste, on a eu pour à peu près 25 000 euros dans les 2 premières années. Et après, bah, il y a des charges courantes, hein, de fonctionnement, l'essence, les emballages, les sécateurs, enfin, des choses que tu dois remplacer en permanence. Mhm. Mais globalement, ça, on a réussi à le réduire d'année en année. Et, euh, et aujourd'hui, en charge courante, donc sans compter ce qu'on se paye, mais on a voilà, entre 500 et 1000 euros de charges. Un peu plus si on prend des stagiaires, parce qu'on les paye. Mais quand on n'a pas de stagiaires, c'est ça. Et donc finalement, très rapidement, tu arrives à te payer parce qu'on a des charges qui sont très faibles. Mhm. D'accord. Mm. Ouais, c'est cool. Et ça, c'est dans le monde agricole, tu vois, c'est pas ce que la chambre d'agriculture te pousse à faire. Généralement, on te pousse Oui, à investir, on bien te sûr. pousse à embaucher, à t'agrandir. Et Ouais. nous, en 8 ans, mais le nombre de fois, on m'a dit, mais Marion, tu veux pas t'agrandir? Non, je veux pas m'agrandir. Je trouve que ma surface, toute petite, 600 mètres carrés, est parfaite. Ouais. Je veux l'optimiser, je veux surtout pas m'agrandir. Et c'est difficile, hein. Faut être fort. Difficile de pas subir à la pression sociale, à la pression des autres. C'est exactement ça. Parce que tout le monde te tire sur les cours, tes parents, tes amis. Alors, ça y est, vous allez embaucher, ça y est, vous allez vous agrandir, vous allez trouver plus de clients. Moi, je leur dis, je veux pas plus de clients, je veux vendre plus à mes clients à la limite. Ouais. Mais si j'ai plus de clients, ça me fait plus de kilomètres à faire, ça me fait une personne de plus à gérer dans ma compta, une facture de plus. Enfin bon, Donc, Et ça t'éloignera de l'activité en elle-même. Ça sera plus une activité de manager que tu auras plutôt que une activité de maraîchère. t'as tout compris. Ouais. Et si c'était pour rester manager dans un bureau à gérer des RH, je n'aurais pas changé de métier. Je Mm. serais restée dans mon métier d'avant. Parce Ouais. que c'est pas ça qui m'éclate, quoi. Là, ce matin, juste avant je suis revenue en courant de la serre qui est à 200 mètres devant moi et j'étais en train de Ouais. regarder mes semis, de les arroser, de mettre à niveau des chambres de culture et ça, c'est génial de Ouais. pouvoir faire ça. C'est incroyable. Ouais, c'est Je mesure super. ma chance. Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous avez déménagé récemment. Vous étiez dans une serre un peu plus grande et c'est ça, vous avez rapetissé la serre. Très bien renseigné. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est pas le genre de choses que font les gens. Généralement, effectivement, on essaye de d'avoir toujours plus, mais c'est pas votre cas et c'est rafraîchissant. C'est très bien. Donc tout ce travail, tout ce parcours qui était plein de challenges et d'embûches, hein, j'imagine, il fallait bien le raconter dans un livre que tu as publié il y a un an presque. Ouais. Donc monter sa micro-ferme en hydroponie, bioponie et aquaponie. Je l'ai feuilleté il y a quelques temps. Super abordable, très bien écrit, très joli avec des couleurs et tout. Les dessins, c'est pas toi qui les as fait.
Non, je suis comme une Ouais. patate. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est avec des très jolis dessins dessinés à la main. Du coup, ça donne un peu le côté carnet de notes qu'on a entre les mains. Donc ça donne aussi plus d'abordabilité à l'activité. Donc c'est sympa. Euh, est-ce que alors, t'avais quand même déjà pas mal de travail. Est-ce que se rajouter l'écriture d'un livre, c'est quelque chose que tu savais que ça allait prendre du temps, tu savais que ou c'était juste allez encore un challenge, on y va. Je pensais pas que ça allait je savais que ça allait prendre du temps, Ouais. donc quand j'ai commencé, je me suis vraiment pas mis de pression. Je crois que j'ai commencé en 2017, tu vois? J'ai vraiment mis longtemps. Mm. Je pensais pas que ça allait être aussi dur et aussi long. Je l'ai vraiment vécu comme un accouchement de plus. Heu, mais j'adore ça, les challenges et en plus, enfin, je choisis jamais le chemin facile, donc j'avais été, en fait, contactée par des maisons d'édition et c'est eux qui m'ont convaincue d'écrire un livre. J'ai fait plusieurs rendez-vous avec plusieurs maisons d'édition Mm. et c'est eux qui m'ont dit: «Mais c'est génial, faut que tu le partages et cetera» et c'est eux qui m'ont chauffée et en fait, après, je me suis dit enfin, quand j'ai commencé à regarder, les collections dans lesquelles ils voulaient me faire rentrer, je trouvais pas que c'était des beaux objets et je me suis dit: «Franchement, quitte à me donner tout ce mal, Mm. moi, je veux que mon livre, il soit exactement comme je l'ai imaginé avec des photos pleines pages, avec des jolies couleurs, un bel objet, quoi» et donc je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais l'auto-éditer». Ouais. Non, mais ça, c'est de la folie ça. Autant écrire un livre, c'est très dur, mais l'auto-éditer, c'était Ouais. n'importe quoi et parce que du coup, qui dit auto-édition, dit qu'il faut avancer des sous qu'on n'avait pas à l'imprimeur, dit campagne de financement participatif, dit énormément de travail pour faire une campagne de financement participatif réussie. Il faut vraiment, vraiment beaucoup investir de temps et aussi d'argent parce que du coup, il faut des jolies photos, il faut des Mm. jolies vidéos et cetera. Enfin bon bref. Ouais. Grosse mission, mais je suis hyper contente et fière de l'avoir fait parce que ça m'a fait découvrir un nouveau monde qui est le monde de l'édition et je suis vraiment dû passer par toutes les étapes, le dépôt légal, le numéro d'ISBN, les corrections, les bêta lecteurs, enfin Mm. tous les calculs des marges, enfin Waouh. c'est un énorme projet, Ouais. mais je trouve ça vraiment chouette. Moi, je voulais laisser à mes filles pour qu'elles aient notre parcours et puis ça rend un peu enfin, c'était mon idée, la technique très accessible à des gens qui sont pas forcément sur YouTube, qui ne regardent pas nos vidéos et qui ont pas non plus envie ou les moyens de se payer une formation avec nous. Donc ça permet à n'importe qui d'avoir un petit bout de connaissance et mon idée, c'est surtout de planter une petite graine et que ces gens, s'ils aiment bien, ils vont un peu plus loin, après, par eux-mêmes Ouais. et voilà, ouvrir des esprits sur ce mode de culture qui est souvent diabolisé et donner un peu envie. Voilà. Ouais. Heureusement, t'as ton conjoint avec toi. Vous êtes deux à travailler sur le projet. Une journée type, ça ressemble à quoi? Mais comme plein de métiers, manuels, il y a Ouais. pas de journée type. Ouais. Mais, je t'invente une journée type. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs, A Mm. day in life. Faisons enregistre. Ouais. Une journée type, on se réveille assez tôt, on prend le petit déjeuner en famille avec les enfants, on prend bien notre temps au petit déjeuner, c'est important, on Mm. rigole bien généralement. Ensuite moi je vais par exemple poser les filles à l'école, lui il va direct à la ferme pour commencer la récolte. Puis je le rejoins sur la récolte, on récolte tranquille. Vers 10h, on fait une pause café et ensuite il y en a un qui part livrer et moi je vais rester sur la ferme. Je vais faire par exemple, ma planification de semis, je vais voir ce qu'il y a de en bonne santé, ce qu'il faut semer en fonction du climat, de la lune, on fait ça et après on se retrouve pour déjeuner. Mm. Généralement on fait une bonne pause le midi, et ensuite on se retrouve en fin de journée à la serre. Là, je sais pas, on va monter un système, faire des travaux, moi je peux filmer une vidéo, des choses comme ça. Après, il y en a un des 2 qui va chercher les enfants à l'école à 16h30 et après ça, on revient tous ensemble sur la ferme avec elle et généralement, je profite d'être avec elle pour faire des choses qu'on peut faire ensemble, arroser les plantes, elles adorent, Ouais. nettoyer des pots paniers, nettoyer des billes d'argile, voilà et après ça, on retourne chez nous généralement vers 19h avec, les bras pleins de nos petites plantes et Ouais. puis voilà, on cuisine, on lit des histoires et puis les dents et au lit. La serre dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes encore en location? On est encore en location. Alors Ouais. là, c'est génial. Ah oui? Encore mieux qu'avant parce qu'avant on était en location chez des horticulteurs Mm. qui avaient juste une serre sur leur terrain, donc on louait juste un petit bout de serre. Là, ce coup-ci, c'est la mairie de l'Agrolet du Gers, donc ça, c'est Mm. mon village, hein. Pour s'imaginer, c'est au milieu du Gers, 600 habitants, c'est minuscule. Ouais. Hem, on est dans un village qui est extraordinaire, c'est aussi pour ça qu'on est resté au lieu d'aller s'installer en ville, là où on avait prévu d'aller au début. Mm. Le maire, il a développé une cantine bio pour les enfants, et là, il veut la faire un maximum en autoproduction.
Donc il a acheté un terrain juste à côté du centre du village. Il faut absolument que tu viennes voir un jour. Tu es invité officiellement. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et tu verras, du coup, depuis l'école, c'est à 100 mètres à pied, donc les enfants, ils peuvent descendre depuis l'école. Ouais, Et c'est en fait une ferme communale. d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un employé communal, au lieu d'être là à mettre des fleurs sur des ronds-points, le maire, il a dit, on s'en fout des ronds-points, il a fait un tas de cailloux, et l'employé communal, il a dit, bah, ces heures-là, tu les passes au potager. Et donc il a fait faire un potager à son employé communal, et les enfants viennent pour planter, ils ont planté des arbres fruitiers en agroforesterie, ils s'occupent des légumes avec les enfants de l'école, et ensuite ces légumes, ils sont récoltés par les enfants ou par l'employé, et ils sont passés à la cantinière, et la cantinière, du coup, elle prépare bah, tous les repas avec les légumes du potager. Et donc nous, sur sur ce grand terrain qui fait 13 hectares, qui est énorme, avec un bois, un lac, le maire a construit une serre, enfin a déplacé notre serre, parce qu'on lui a donné notre serre, bon, bah, toute D'accord. l'histoire. Il a déplacé la serre, nous on en occupe la moitié, et son employé communal occupe l'autre moitié. Et donc nous ici, pour le même loyer, donc toujours 200 € par mois, Mhm. on occupe la moitié de la serre, mais on a aussi tout l'espace qu'on veut pour notre potager en pleine terre, là où on fait aussi beaucoup de fleurs comestibles, et on a même des bâtiments. Donc là, je suis dans un petit bungalow qui me sert de bureau, et, et c'est génial parce que du coup, on n'est pas seul sur ce terrain, on est avec l'employé communal, on voit les enfants qui passent, Ouais. on voit des gens. Enfin, Ah, il y a de la vie, quoi. ah ouais. Et puis bah, hier, il y avait un énorme cerf. On est arrivé le matin, il y avait Oh, un cerf monstrueux au milieu du champ. T'es là, waouh! On voit souvent des femelles et des faons. Non, on dit des des brocards. biches. Ouais, ouais, Ouais. il y a les cerfs, il y a les brocards, c'est deux. Il y a des Ok, biches, des fans. voilà. Ouais, je suis J'ai prête. peur de me tromper alors. Des bambis, il y a des bambis, Ouais. il y a des sangliers, plein d'oiseaux. Alors en ce moment, je suis en train de me passionner pour les oiseaux, j'essaie de les reconnaître à leur chant, c'est hyper dur, Ouais. mais il y en a plein, 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 c'est génial. Ok, c'est cool. Et du coup, vous allez pouvoir rester sur place plus longtemps. Bah là, on a fait un vrai bail rural. Donc Ouais. un bail rural, c'est 9 ans. Hmm, Et donc là, ça vaut le coup. On a prévu cet après-midi, je vais voir un horticulteur qui fait des arbres fruitiers un peu rares, et d'accord. on a prévu de planter un beau verger. Hmm, Euh, et ça, tu le fais pas quand tu es sur un terrain où tu renouvelles ton bail tous les ans. ouais. Parce que c'est un peu un investissement quand même de, de, de mettre tes arbres et de les chouchouter. Un verger en aquaponie ou Non, là, non. ça sera en pleine terre, c'est sûr. D'accord. Bah, on va y avoir, ça va être un peu comestible, mais c'est surtout pour ramener de la biodiversité. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il faut tout qu'on reconstruise niveau biodiversité. Je pensais pas que ce serait à ce point-là, mais dans notre autre serre, on était entouré de haies, et il y avait beaucoup, beaucoup d'insectes. Ouais. Et là, je me rends compte que le fait d'être à côté d'un bois qui est un bois de pin, qui est un bois cultivé, tu vois, que, Mhm. du coup, l'agriculteur qui s'occupe de ce bois le nettoie régulièrement. Ça, c'est Ouais. horrible. Il passe le rotobrailleur au milieu, et donc il n'y a plus rien. Hmm, Euh, et bah, du coup, on a beaucoup moins d'insectes. Donc là, à l'automne, on a eu pas mal de ravageurs qui sont venus. Et donc nous, on veut attirer du coup ces insectes prédateurs pour qu'ils se débarrassent des insectes ravageurs, vu qu'on ne traite pas du tout. Et d'accord. ça passe par l'installation de haies, d'arbres, etc. Ok. Et ces insectes, et ensuite ces insectes nous aident. Ouais, bah oui. Ouais, dans le livre, j'ai vu qu'il y avait des insectes prédateurs aussi, donc des insectes prédateurs pour d'autres insectes, hein, j'imagine. Et donc ça crée une biodiversité, une diversité, un écosystème qui est super autosuffisant, on va dire. Mhm. Ouais, Ah ouais, ouais, mais ça marche vraiment, hein, c'est ouais, épatant. Parce que nous, on n'a jamais, jamais traité, on ne met pas non plus de produits autorisés en agriculture biologique, on ne hmm, veut vraiment rien mettre, ouais, justement pour favoriser l'installation de tous les insectes, et il y a un équilibre qui se crée. Et c'est incroyable comme tu vois le ravageur qui arrive, et paf, le hmm. prédateur, paf, et voilà, ils se débrouillent, Ah ouais, ils font leur vie. Ouais, 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 c'est top. c'est un beau spectacle, j'imagine. Ouais. Ouais. Donc du coup maintenant, puisque c'est une entreprise, il faut bien des rentrées d'argent. Vous avez Mm. des clients. T'as parlé de la mairie avec l'école. J'ai vu dans le livre que vous vendiez directement aux restaurants aussi, à certains restaurants. Vous vendez aussi aux particuliers ou il y en a pas assez pour tout le monde. Alors, la mairie, on ne vend pas à eux, en fait. Nous, on leur loue le terrain, mais Hmm, eux, ils produisent pour eux-mêmes. Nous, on ne vend pas du tout à d'accord, la collectivité. Je pense qu'on pourrait pas parce qu'ils achètent principalement des légumes et ils les achètent vraiment pas cher. d'accord. Moi, comme j'ai une petite surface, j'ai besoin de faire des plantes à forte valeur ajoutée. Ça veut dire des plantes qu'on vend un peu cher. Hmm, ouais, Donc je ne veux pas faire des tomates rouges, pas bonnes, qu'on vend 2 € le kilo. Je vais faire des variétés anciennes, rares, que je vais vendre 4 € le kilo. d'accord. On vend que à des restaurateurs. On a 25 clients qui sont répartis autour de chez nous, mais quand même assez loin parce qu'on est assez loin de tout. Hmm,
et on vend pas aux particuliers parce que les particuliers sont trop relous. Désolée d'être sincère. Ouais, non, Mais quand ils viennent sur la ferme, ils passent 1 heure et demie à papoter. ouais, En plus, moi, j'adore les gens, donc je les reçois bien et je prends le temps de papoter avec eux, mais ils restent 1 heure et demie, ils achètent pour 3,50 € de basilic. ouais, d'accord. Donc donc je Ouais, préfère qu'ils ne viennent pas. Et ouais. et et après, on avait travaillé un peu avec la ruche qui dit oui, mais c'est aussi très long parce qu'il faut préparer, des conditionnements. Pour les particuliers, c'est des petites bottes de 25 grammes, alors que pour les chefs, je fais du 100-200 grammes, parfois Mmh. c'est au kilo, donc ça va plus vite. Ouais. Hem et les chefs, ils sont quand même très réguliers dans leurs commandes. Et comme on fait des plantes aromatiques un peu rares, les chefs, ils sont beaucoup plus à même de me les acheter que les particuliers qui vont peut-être s'en servir une fois parce qu'ils ont des invités et ils veulent un peu, voilà, faire une recette un peu fofolle. Ouais. Mais les chefs, ils sont beaucoup plus réguliers. Donc tous les lundis, on envoie notre liste de produits disponibles, où généralement il y a, des dizaines et des dizaines de variétés différentes. Et eux, ils passent commande et ensuite on les livre, 1 fois par semaine. Et en fonction de la zone géographique où ils sont, ça va être une livraison le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. D'accord. Donc tous les jours, on récolte et on livre. Et donc c'est un peu notre argument. On dit qu'ils sont livrés le jour même de la récolte. Mmh. Et ça, ils le trouvent pas ailleurs. En fait, quand on a fait notre démarchage commercial, là, je rentre un peu dans l'aspect, Ouais. heu, Marketing. marketing. On voulait produire, mais on savait pas à qui vendre, donc on allait voir un peu tous les acteurs. Ouais. On pouvait vendre, faire de la monoculture, produire une seule plante, la vendre à Rungis, mais on trouvait pas ça très intéressant. Donc on s'est dit: «Bah, il y a bien des gens qui doivent avoir besoin de quelque chose». Et les restaurateurs, ils nous ont dit que il y a beaucoup de maraîchers ici, mais il y a pas de producteurs d'aromates, ils ont que du persil et de la ciboulette, et que du coup, presque toutes les aromates rares et les fleurs comestibles, ils les achètent à Métro, qui fait de la très bonne qualité, hein, mais souvent ça vient de l'étranger. Mmh. Et donc ils ont dit: «Eh bah, si vous pouvez nous faire, du shiso japonais et de la mitsuba, en local, on serait ravis». Mmh. Et nous, on a dit: «Challenge accepted». Bah oui. Et Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. ouais, c'est comme ça que vous avez trouvé, votre niche. Ouais, Ouais, exactement. ça marche très bien. Hem, ouais et puis vendre à des clients particuliers, ça demande beaucoup de travail et c'est pas du tout, le type de structure adapté. Donc c'est normal. Non. Ouais. Ouais, ouais. Par contre, vous, proposez aux particuliers des formations? Voilà. Et des pros, hein, d'ailleurs. Aux pros aussi? OK. Tu peux en Ouais. parler un petit peu? Ouais, ouais, bah, en fait, comme, ce système-là, on l'a vraiment développé, enfin, mais littéralement, en fait, on allait voir une entreprise qui faisait déjà des systèmes hydroponiques à toute petite échelle pour des gens qui font pousser des plantes dans leur, garage, dans des placards et dans leur sous-sol. Et on leur a dit: «Bah, nous, on voudrait utiliser cette technologie qui existe et qui fait des plantes de qualité, mais pour une plus grande échelle et faire des plantes aromatiques type basilic». Et cette entreprise, elle est dans le Gers. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on allait dans le Gers, pour être à côté de chez eux. D'accord. Ça s'appelle Terra Aquatica. Et on a designé dans leur bureau et on a usiné. Ils nous ont mis à disposition tous leurs outils. On a usiné, on a fabriqué, on a conçu ce système de culture. Et puis on l'a monté. Et puis ça a marché. Pas très bien au début. On l'a modifié. Ça a mieux marché. On l'a remodifié. Ça a mieux Ouais, marché. Bon, tu sais comment c'est. Ça a pris ouais. quand même plusieurs mois, voire années de R&D. Mmh. Et après, quand ça a bien marché, moi j'ai commencé à en parler. Parce que je peux pas m'empêcher. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai envie de le partager. Surtout parce que je reçois aussi beaucoup de retours. D'accord. Moi, mon cerveau, il pense pas du tout à tout, mais du coup, Mmh. quand je fais une vidéo, je la partage, il y a plein de gens dans les commentaires qui me disent: «Ah, et tu as pensé à ça? Et tu as regardé ça?» Et moi, je suis là: «Waouh!» Et c'est vraiment, on s'enrichit collectivement, j'adore. Donc j'ai toujours partagé tout ce qu'on a fait dans notre aventure, et ça m'a donné, du coup, la visibilité, principalement sur YouTube. Mmh. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à me poser plein de questions, surtout quand j'ai dit qu'économiquement, ça marchait pour nous et qu'on était heureux de notre vie. C'est, rare et précieux. Donc au début, je répondais à tous les mails, je faisais des visites guidées gratos pour tout le monde n'importe quand. Puis je me suis vite fait déborder Mmh. et j'ai Normal. dit: «Bon OK, on va cadrer ça». Et en 2015, on a commencé à préparer une formation où les gens venaient sur place. Mais après, il y a des gens qui sont quand même très loin, Mmh. des gens du Canada, des gens de Oui. Nouvelle-Guinée, des gens de waouh, Waouh! vraiment très loin. Ah, ça vient de partout. Et donc je me suis ouais, ah non Mmh. mais oui, 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 la Mmh. carte du monde. Et donc en fait, on a décidé de passer une partie de la formation en ligne, tout ce qui est théorique en ligne. Comme ça, les gens qui peuvent pas se déplacer, au moins, ils peuvent apprendre les bases. Et ceux qui peuvent se déplacer, c'est du coup, 21 heures de formation en ligne, puis 3 jours sur notre ferme. Et là, ils viennent, ils apprennent les gestes de culture. La plupart du temps, c'est des gens qui derrière veulent monter une entreprise. Des gens qui veulent monter une micro-ferme ou une plus grosse ferme. Et après, il y a quand même souvent, allez, peut-être 20 de particuliers qui veulent juste faire ça, voilà, pour leur autonomie alimentaire. D'accord. Ce qui est très, très, très intéressant. Ouais. En parlant d'autonomie alimentaire, vous, c'était pas votre but d'être, autonome,
nutritivement. Donc vous avez des plantes aromates, mais c'est pas de ça que vous nourrissez tous les jours. Donc vous avez quand même besoin d'aller ailleurs pour chercher à manger. C'est quelque chose que vous envisagez de créer une petite partie pour vous, un potager pour vous? Ouais, ça y est, on l'a. Ah, d'accord. Donc en effet, en hors sol, on a toutes les aromates, on a voilà, certains légumes, aubergines, tomates, poivrons. Ouais. Et ensuite, on a un potager en terre où on fait voilà, l'ail, l'oignon, les patates, les haricots, les physalis et pas mal de fruitiers. Après, je pense pas qu'on sera jamais autonome. Franchement, ça approche de plus en plus. À chaque fois, je note bien, ça y est, on a eu des patates pour 6 mois, 6 mois dans l'année. Je trouve ça top. Et puis du coup, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais j'adore. On cuisine beaucoup, enfin beaucoup de conserves. Euh, mais je trouve ça quand même. Moi, j'aime bien l'idée de vivre en société Mm. et pas d'être vraiment 100% autonome. Ouais. Donc, on fait pas mal de troc. On a un producteur de viande, on lui amène des aromates et lui nous donne de la viande. Euh, Ça se fait assez naturellement en fait à la campagne. Mais ouais, j'aime bien l'idée que chacun soit un peu spécialisé dans un domaine et qu'on puisse échanger des choses. Oui, c'est aussi ça, le fait d'être humain, quoi. Tu veux pas vivre tout seul, reclus. C'est pas Ah, normal. il y en a qui le font, hein, mais moi Ouais, j'aime bien vivre en société. J'aime bien ouais. les gens. Ouais, ouais, bon, on est des êtres humains, donc on est fait pour pour vivre en communauté aussi. Mm. C'est vrai que même s'ils sont reclus, je pense que de temps en temps, il leur faut un petit contact humain quand même. Ah bah, la conclusion de Into the Wild. Mhm, Le plaisir n'est valable que s'il est partagé. mhm, ouais. Ah, ça fait longtemps ce film. Ouais. To the Wild. Euh, ok, donc c'est cool. Vos formations, une partie qui est disponible en ligne, une partie sur place. Et en complément de ta chaîne YouTube, est-ce que tu as d'autres réseaux Facebook, Instagram? Alors, on est sur Facebook, on est sur Instagram, Ouais, on est sur LinkedIn. Là où moi, je prends beaucoup de plaisir à partager, donc je partage le plus de choses, c'est sur Instagram. Clairement, d'accord. je fais beaucoup de stories. Ok. Et après, on a un blog aussi sur notre site internet, donc c'est www.lessourciers.com. Ouais. Et dans le blog, je partage pas mal de choses. Ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des articles où vraiment des fois, je me passionne sur un sujet. Je me suis passionnée sur les évocagères et donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et j'ai mis tout ce que j'ai trouvé, je les ai mis sur le site. D'accord. Sur l'agroforesterie, ouais. Après, je vais aussi partager des choses qui sont utiles à d'autres maraîchers. Ouais. Par exemple, on a eu un contrôle sanitaire et donc j'ai noté toutes les questions qui m'ont été posées, tout ce qu'ils ont regardé et tout ce qu'il faut. En fait, les règles, parce que Hmm. moi, personne ne me les avait jamais dit. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai tout écrit et j'ai tout partagé sur le blog et Ouais. en espérant que ça puisse en aider d'autres. Ouais. Ok. Ouais, voilà. Bah super. Bah ça, je suis sûr que ça aide beaucoup de gens. T'as 50 000 abonnés maintenant sur YouTube, un peu plus. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Mais en 8 ans quand même. Tu as démarré ta chaîne il y a 7, 8 ans. Ouais, ouais, Ouais. ça fait un bout de temps. Puis je Donc fais pas mal. bravo. Ouais, 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 c'est beaucoup de temps. ouais, j'imagine. Euh, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dont tu veux parler? Mmh, oui, il y a un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Mhm. Il y a toujours des choses qui me traversent, hein. Ouais, C'est la relation entre, le monde agricole urbain et rural. ouais, Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être faire un peu le grand écart entre les 2 parce que j'ai grandi en ville, ouais, et j'adore ça, l'agriculture urbaine et on a monté une association, qui essaye justement de fédérer les agriculteurs urbains et de les protéger, de les accompagner dans le développement de l'agriculture urbaine, d'accord. qui apporte tant au niveau social que écosystémique. Et je fais aussi le grand écart avec le monde agricole rural, qui est du coup plus conventionnel, parfois critiqué, parfois montré du doigt et qui est pourtant celui qui nous nourrit tous. Mm. Et en fait, en ce moment, j'ai pas la solution, hein, mais j'aimerais bien travailler sur justement comment adoucir les relations entre ces deux mondes, que les ruraux arrêtent de traiter les urbains de bobos qui savent rien faire, etc., et de critiquer l'agriculture urbaine en disant que ça sert à rien, Ouais, et que les ruraux arrêtent de prendre les agriculteurs ruraux pour des paysans qui n'y connaissent rien et qui font tout mal. ouais. Parce que dans les deux situations, tout le monde fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup de recherches, essaie d'être innovant pour justement créer de la nourriture de meilleure qualité. J'ai l'impression qu'on veut tous la même chose, mais qu'il y a juste un problème de communication, quoi. C'est Donc, ça. Ouais. je ne sais pas comment faire, mais ça peut passer par des podcasts comme toi. Mm. Euh, mais essayer de montrer que dans les deux cas, il y a quand même des gens qui sont hyper intéressants, hyper passionnants et qu'il faut les encourager, et qui qu'ils soient, tels qu'ils soient.
Mais je trouve que c'est un peu dans l'air du temps aussi le fait que voilà, ce retour à la terre, quoi. Donc c'est une tendance bénéfique que je vois apparaître depuis quelques années. Et bon, j'espère que ça va durer, que ça va s'améliorer Trop. encore plus, ouais. C'est Ah cool. ouais, ce serait bien. Mais et que les néo-ruraux soient bien accueillis quand ils arrivent aussi à la campagne. Moi, ici, dans le Gers, les gens sont très accueillants, donc on n'a pas eu de problème, mais je sais que dans d'autres régions, c'est plus difficile. Ouais. Et que les urbains mettent pas tout le monde dans la même case. Et il y a ce problème de diabolisation de certains modes de culture, comme si la permaculture c'était parfait et que tout le reste était nul. Et en Mhm. fait, il y a plein de nuances. Ouais. Et même le céréalier, il fait plein d'efforts. Ils communiquent peut-être pas dessus, mais ils font énormément de choses qui sont super, qui sont très inspirantes. Et ouais, essayer Mhm. de plus nuancer les propos quand on parle du monde agricole, que ce soit C'est pas ça. le bon et le méchant, mais Ouais. Faut plus de tolérance et de toute façon on a besoin de tout, de diversité. ouais, C'est ça ce qui on a besoin de cette richesse. C'est important. ouais, ouais, carrément. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. J'espère visiter un jour la ferme et puis bah peut-être à une prochaine fois. Bah ouais, merci pour tes questions. Tu es le bienvenu ici quand tu veux. Et pareil, je souhaite d'interviewer plein de gens passionnants. Merci beaucoup. Allez, Salut, salut. Bye. bye.